Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Actualité oblige, nous allons parler aujourd'hui des trois grands dangers qui menacent l'économie française, qui menacent la France dans son ensemble, également la zone euro, avec trois graves crises potentielles. Tout d'abord, bien sûr, l'agriculture française, un de nos fleurons économiques que malheureusement nos dirigeants depuis des années ont gâché, ont sacrifié. Donc comment peut-on s'en sortir? Comment peut-on préserver notre indépendance agroalimentaire? C'est un des grands débats, une des clés de notre avenir. Deuxième point, l'électricité. C'est vrai que nous avons en France la chance d'avoir l'un des coûts de l'électricité les moins élevés du monde, et pourtant les prix ne cessent d'augmenter, les prix pour les entreprises, les prix également à la consommation. Donc quelles conséquences pour nous, sur notre pouvoir d'achat, notre consommation, et parallèlement évidemment, est-ce que ça va enfin s'arrêter, notamment par rapport à nos partenaires européens, où là les prix sont en train de baisser, sont beaucoup moins élevés que chez nous. Donc c'est une grande question là aussi pour notre avenir. Et puis dernier point, d'ailleurs on va commencer par ça, le déficit budgétaire de l'État français. Les chiffres viennent de sortir, c'est assez incroyable, on peut même parler d'un scandale d'État. D'ailleurs on va commencer par cela, et puis bien sûr, comme d'habitude, on terminera par malgré tout une bonne nouvelle. Alors on y va tout de suite avec ce graphique. Alors attention, âme sensible, je vous préviens à l'avance, c'est un graphique très dur à supporter. Voici le déficit de l'État français, donc ça veut dire hors collectivité locale, hors administration sociale, juste l'État français. Regardez bien, c'est complètement fou. Voilà, donc de janvier à novembre 2023, on n'a pas encore les chiffres de décembre, nous avons atteint un nouveau record historique de 197,97 milliards d'euros de déficit. C'est bien sûr du jamais vu. Vous voyez, chaque mois on a dépassé des records à chaque fois, et ce qui est fou, c'est que normalement, comme justement il y avait de l'inflation, donc les recettes de TVA ont augmenté, donc ça aurait dû réduire ce déficit, et pourtant ce déficit ne cesse de croître. Regardez bien ces chiffres incroyables. Donc on va arrondir à 198 milliards d'euros donc de déficit, c'est-à-dire 38,7 milliards de plus qu'il y a un an. C'est quand même assez incroyable. Donc, se disant en 2023, on avait un peu de croissance, et 16,95, quasiment 17 milliards de plus que le précédent sommet de janvier à novembre 2021. C'était encore les conséquences des confinements, de la pandémie, etc. Donc là, ce n'était pas le cas, et pourtant, on a continué de lâcher les deniers publics. Ça qui est complètement fou, parce que n'oublions pas que ce déficit, c'est aussi notre argent, ce sont bien sûr nos impôts. Et donc ces dépenses qui explosent, malgré donc les recettes qui se sont plutôt maintenues, eh bien les dépenses augmentent encore plus que les recettes, tout ce déficit dramatique. Et ce qui est fou, c'est que la France fait bien malheureusement pire que les autres, parce que hier justement sont sortis les chiffres harmonisés des déficits publics et de la dette publique donc dans la zone euro, au niveau de l'Union européenne. Alors attention, là aussi c'est quand même dur à supporter. Je parlais tout à l'heure de scandale d'État, parce que globalement, où va cet argent? Comment peut-on continuer d'augmenter ces déficits sans finalement aucune sanction? On devrait dégrader largement la note de la France aurait dû être dégradée, mais pourtant toujours rien. Donc il y a cet aveuglement collectif assez incroyable, et encore pire que ça, quasiment personne n'en parle. On a vu la semaine dernière les vœux du président, ou du moins sur sa conférence de presse, personne n'en a parlé, même pas une question. C'est quand même assez fou, et aujourd'hui, vous voyez, heureusement que nous sommes là pour en parler, globalement, et que vous écoutez, que vous êtes là, bien entendu, parce que vous êtes intéressés par rapport à cela, mais finalement, on n'ose pas en parler. Mais regardez bien ces chiffres, voilà, c'est le déficit public du troisième trimestre. Donc là, tout à l'heure, on a vu le mois de novembre, on a vu que c'était catastrophique, mais si on se compare aux autres pays de la zone euro, voilà, par rapport au PIB, la France est troisième. Il y a d'abord la Slovaquie, la Lettonie, et donc la France, 4,8% de déficit par rapport à notre PIB, alors que tous les autres pays, vous voyez, ont réduit leur déficit. Au niveau de la zone euro, on est à 2,8%, on est donc sous les 3%, vous voyez que c'est possible. Et puis alors l'Allemagne, elle est à 0,9%, même la Grèce, regardez bien, 0,6%, c'est complètement fou. Et ensuite, on a même des pays qui font des excédents publics, par exemple les Pays-Bas, le Portugal, vous voyez, c'est Chypre, enfin, c'est complètement fou. Comment peut-on aujourd'hui laisser filer nos comptes publics comme ça? Et à la rigueur, si on avait la paix sociale, le bien-être, la baisse des inégalités, la baisse de la pauvreté, on pourrait dire au diable l'avarice. Mais ce n'est même pas le cas. Et alors si justement, autre chiffre vient de sortir, on regarde la dette publique, bien là aussi nous sommes numéro 3, mais numéro 3 de l'Union européenne. Regardez bien. Donc chiffre également du troisième trimestre harmonisé. Donc numéro 1, c'est toujours la Grèce, mais bon, rappelez-vous que la Grèce était à plus de 200% par rapport à son PIB. Ils sont maintenant à 165,5. C'est beaucoup, mais ils font des efforts.
Ensuite, on est Italie à 140%, eux aussi étaient à 160%, ils ont fait des efforts, et nous, regardez bien, on est numéro 3, 111,9%, et ensuite, bien sûr, on a beaucoup de pays qui, justement, ont limité les dégâts, ont réussi à réduire leur dette publique, donc c'est possible. Alors, je vous ai fait, j'ai coupé ce graphique en deux, pour voir d'abord les pays qui s'en sortent, vous voyez qu'il y a une dette publique inférieure à 65% du PIB, et il y en a beaucoup, vous les voyez ici, ça commence bien sûr par l'Allemagne, mais vous voyez, on a même la Roumanie, la Pologne, qui pourtant ont des difficultés actuellement, les Pays-Bas, la Tchéquie, l'Irlande, etc. Voilà, alors le meilleur pays, entre guillemets, c'est l'Estonie, mais pour dire qu'ils ont de la marge pour augmenter leur dette publique avec 18,2% seulement, mais tout ça pour dire que, voilà, c'est possible de faire des efforts. Et tout ça, c'est important parce que ça nous donne une marge de manœuvre, justement, pour réagir en cas de nouvelle crise, alors que nous, malheureusement, on n'a plus du tout de marge de manœuvre, regardez bien. Donc on retrouve ces chiffres, donc la France numéro 3. Alors avant, l'Espagne était devant nous, même la Belgique était devant nous, même le Portugal était devant nous. Et c'est fini, comme ces pays-là ont réduit justement leur déficit, donc ils ont réduit leur dette. Ben nous, ça continue, vous voyez, la zone euro, on est à 89,9, l'Union européenne à 82,6. Donc là, la France commence à entre guillemets, dégrader effectivement les comptes de l'ensemble de la zone euro. Donc ça, c'est très dangereux pour la stabilité de la zone euro, parce que beaucoup de pays disent, attendez, nous on a fait des efforts, la France n'a fait aucun effort, parce que il y a quasiment que nous qui n'avons pas fait d'efforts, parce que même, vous voyez, les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, souvent quand les pays du Club Med, entre guillemets, on fait des efforts, et nous, rien du tout. Donc ça ne peut pas durer, donc on n'a plus les moyens justement de peser dans le débat européen, et donc attention, la sanction va être très lourde. Et d'ailleurs, si on voit la part de la France dans l'ensemble de la dette de la zone euro, ça a encore augmenté. Vous voyez, nous sommes toujours le premier fournisseur de dette publique de la zone euro, 24,3% de la dette publique de la zone euro vient de France. Après, on a l'Italie à 22,4, l'Allemagne 20,7, Espagne 12,4, Belgique 4,9, autres pays 15,3. Donc, attendez, il y a un problème. C'est-à-dire que ça continue d'augmenter. Regardez le graphique sur longue période. Vous voyez, la part de la France dans les années 2000, c'était encore 17%. C'est la courbe rouge ici. Ça n'a cessé d'augmenter. L'Italie, même l'Allemagne était devant nous. Et puis en eux, évidemment, ça a baissé. D'aujourd'hui, notre première place, vous voyez, incontestée. Vous voyez, même la part de l'Italie, ça baisse. Nous, ça continue d'augmenter. Donc attention, nous sommes en train de déraper et nous ne sommes plus du tout crédibles sur la scène européenne, voire mondiale. Alors pour l'instant, ça ne se voit pas parce que la note de la dette publique française n'a pas été dégradée. Il y a eu des arrangements entre amis certainement, mais je rappelle que les agences de notation notaient également AAA les dettes subprime quelques semaines avant que ça explose. Donc c'est pas une garantie. Je pense qu'en 2024, nous allons évidemment être dégradés parce que malgré cette dette, nous sommes aujourd'hui sur une récession, l'inflation qui reste élevée, donc la France est l'un des parents pauvres effectivement de cette zone euro et donc menace même l'existence de la zone euro puisqu'elle ne tient pas du tout ses engagements. Et d'ailleurs, on a vu ça la semaine dernière, les taux d'intérêt des obligations d'État sont repartis à la hausse. Alors c'est vrai qu'on était monté à 3,6% il y a quelques mois, après on est descendu à 2,4%. Regardez la semaine dernière, en quelques jours, on est remonté à plus de 2,8% sur le taux d'intérêt à 10 ans, ce qui veut dire qu'à partir de l'année prochaine, la charge d'intérêt de la dette publique française va atteindre 70 milliards d'euros par an. Il va falloir trouver 70 milliards d'euros par an juste pour payer les intérêts de la dette. C'est évidemment complètement fou, ça n'a pas de sens, c'est extrêmement dangereux. Et si le taux d'intérêt augmente encore, ce qui est malheureusement certainement le cas, puisqu'on va être dégradé, comme je l'évoquais tout à l'heure, en 2024 certainement, à ce moment-là, on aura encore plus de charges de la dette, donc c'est le cercle pernicieux, c'est-à-dire plus de déficit, taux d'intérêt qui augmente, moins de croissance, plus de chômage, donc encore plus de déficit, plus de dette, hausse des taux, et c'est un cercle pernicieux particulièrement dangereux. Voilà dans lequel la France s'est engoncée, malheureusement, dans ce cercle pernicieux, et on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Et en plus de cela, malgré tout cela, on a aussi eu des chiffres des défaillances d'entreprises. Alors là aussi, c'est horrible, pour vous dire, c'est une catastrophe. Chiffre de la Banque de France, alors je ne comprends pas pourquoi la Banque de France dit non, tout va bien dans le meilleur des mondes, l'INSEE nous dit quasiment la même chose, bon, le gouvernement on comprend, mais la Banque de France, l'INSEE quand même, ce sont des organes normalement indépendants qui doivent dire la réalité. Ce sont les chiffres de la Banque de France, regardez bien. Donc les défaillances d'entreprises, donc on a atteint, ça a fortement augmenté, on a 55 492 défaillances d'entreprises sur 12 mois. Alors, vous voyez que si on regarde entreprise par entreprise, alors donc les PME de 1 à 250 salariés, plus 34,3%, c'est même une hausse par rapport à décembre 2019 de 8,5%. Alors, micro-entreprise, évidemment, ça masque un petit peu la réalité, mais là aussi, c'est 32,5% d'augmentation. TPE, plus 56%, regardez, plus 81,9% par rapport à 2019. Si on prend les petites entreprises, on est à 63,8%, 98% de hausse par rapport à 2019. Pareil sur les moyennes entreprises,
64,8, 80,7% d'augmentation. Et il y a quand même des dégâts. Pour les ETI et les grandes entreprises, alors on va dire il n'y en a que 57, c'est vrai, mais c'est quand même 111% de hausse, que ce soit par rapport à un an, donc à décembre 2022, ou par rapport à décembre 2019, donc avant le fameux Corona. Et regardez bien, si on prend les entreprises hors micro-entreprises, là aussi, quasiment 60% de hausse sur un an et 86,4% de hausse depuis 2019. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire encore une fois, un scandale, puisque malgré la gabegie de dette publique, eh bien, nos entreprises, malheureusement, font faillite. Et regardez bien le graphique sur longue période. Donc là, on voit bien, évidemment, la chute des faillites pendant le coronavirus, malgré la récession, parce qu'il y avait des aides tellement folles, et puis on distribuait à tout le monde, sans regarder à qui on envoyait, qu'il y a eu des entreprises zombies qui donc ont continué de perdurer, alors que finalement elles devaient disparaître. On a entretenu des entreprises pour rien, j'ai envie de dire. Puis au moment où ça redémarre, aujourd'hui, donc les défaillances d'entreprises redémarrent, c'est là qu'on devrait les aider. Mais on n'a plus les moyens, parce qu'on a trop donné pendant le coronavirus. Regardez bien cet effondrement, ok, et puis maintenant ça remonte, et regardez bien, nous sommes sur un plus haut. C'est incroyable, depuis août 2017. Donc qu'on arrête de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Parce que globalement, j'aimerais le dire moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Et si vous regardez les entreprises hors micro-entreprises, donc c'est on va dire une plus grande réalité de l'économie française, nous sommes sur un plus haut depuis, regardez bien, mars 2010. Regardez bien. C'est pas un trucage, c'est la Banque de France qui sort ces chiffres. Donc plus haut depuis mars 2010, on est seulement à 5,6% du sommet historique de septembre 2009, en pleine récession de 2009. Donc nous avons effectivement un très grave problème. Nos entreprises souffrent, trop de pression fiscale, trop de pression réglementaire, et c'est justement ce qui se passe également au niveau de nos entreprises dans le secteur agricole. Pourquoi l'agriculture française est en crise ? Parce que justement, on ne la laisse pas vivre, tout simplement. On n'arrête pas de la bloquer avec des rigidités sur la fiscalité, sur les normes, sur, soi-disant, l'écologie, entre guillemets. Donc voilà, l'agriculture française, c'est quoi aujourd'hui? C'est à peu près 100 milliards d'euros de production chaque année. C'est quand même pas mal. C'est 1,5% du PIB français. Alors, c'est pas grand-chose. C'était 5% en 78, 2% en 2005. Donc c'est vrai que ça recule. Mais l'agriculture, c'est grâce à elle que nous avons un peu moins de déficit public. Vous voyez, l'agriculture a un excédent commercial, 1,3 milliard d'euros sur les 11 derniers mois, et on a 5 milliards d'excédent en 2022, donc c'est vrai que ça a beaucoup baissé, 1,8 milliard d'excédent par an donc depuis 2014. C'est quand même pas mal. Je vous rappelle que sur la même période, les chiffres du déficit extérieur sont énormes. On est à peu près à 110 milliards d'euros par an, donc en moyenne, depuis 2021. Donc, vous voyez que heureusement que notre agriculture, mais là aussi, on l'a sacrifiée. Parce que n'oublions pas que, par exemple, sur les céréales, nous étions le premier producteur mondial de blé, puis à force de mettre des terres en jachère, etc., d'empêcher de tourner en rond, on a perdu notre première place au profit justement de la Russie. Et voilà, tout le problème, c'est qu'encore une fois, on avait un fleuron qu'on a laissé malheureusement s'affaiblir, avec parallèlement aujourd'hui environ 400 000 agriculteurs en France, et 30% d'entre eux vont partir à la retraite d'ici 2035, donc il nous faut des jeunes, et malheureusement, il y a tellement de rigidité, tellement de complexité, tellement de normes, notamment écologiques, entre guillemets, qui empêchent finalement de tourner en rond, que beaucoup de jeunes ne veulent plus effectivement reprendre les exploitations agricoles. Et parallèlement, ce qui est complètement fou, c'est que autant on nous oblige à maintenir des normes, mais par contre, quand on importe des produits d'Ukraine, par exemple, du Brésil, alors là, on ne regarde pas trop qu'est-ce qu'on met, si on met, si on respecte les normes écologiques, etc., ça, on ne regarde pas. Donc, évidemment, nos agriculteurs sont dans une situation de concurrence déloyale. Et donc c'est là la difficulté. Nous voulons mourir guéris. Ça veut dire, oui, mais on respecte tout, on a des normes formidables, etc., mais on est mort. Ce n'est pas une solution. Et en plus, évidemment, il y a derrière ces contraintes d'un point de vue de l'indépendance alimentaire. Notre agriculture assure quand même notre indépendance alimentaire. Si demain ce n'est plus le cas, et si on continue comme ça, c'est sûr que dans quelques années, on aura encore moins d'agriculture, mais on n'aura peut-être même plus d'excédents commerciaux liés à notre agriculture. Alors là, ça risque d'être particulièrement dangereux. Et pourtant, notre agriculture, il y a des moyens de la développer. On peut développer les technologies de l'agroalimentaire, de l'énergie. Donc notre agriculture, justement, elle est là. Et je conseille beaucoup, je fais beaucoup de conférences pour les entreprises agricoles. Je peux vous dire qu'elles font de l'innovation, elles investissent, elles mouillent la chemise, comme on dit, mais malheureusement, elles ne sont pas valorisées. Et donc tout le danger aujourd'hui est là. Il faut réduire la pression fiscale qui pèse sur les entreprises
au sens large, mais notamment agricole, et également réduire ces normes qui n'ont pas de sens, effectivement, que ce soit de Bruxelles ou également, je dirais, de Paris, des normes qui, justement, nous font croire que c'est de l'écologie, mais en fait, l'écologie, ce n'est pas mettre des taxes ou mettre des normes, je dirais, insupportables. Non, les vrais écologistes, ce sont justement les agriculteurs qui travaillent la terre, qui travaillent effectivement, je dirais, notre alimentation, avec beaucoup de bio, par exemple. Vous voyez, et on les a dit, ouais, faites du bio, on voit maintenant aujourd'hui les difficultés. Tout ça pour dire qu'on doit sauver notre agriculture, pas simplement avec des mots, avec des actes beaucoup plus concrets sur la baisse de la pression fiscale, la baisse de la pression réglementaire, sinon, évidemment, on n'arrivera pas. Alors, en plus de cela, il y a un troisième danger, on a vu le déficit budgétaire, donc la crise agricole et maintenant, évidemment, les prix de l'électricité. Alors là, on entend tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'on nous a dit, ah bah oui, alors les prix de l'électricité augmentent à cause de Poutine. Ça, c'est quand même assez incroyable. Alors, c'est vrai que bon, bah, la guerre en Ukraine n'a pas arrangé les choses, mais regardez bien. Là, vous avez le graphique de l'INSEE sur les prix à la consommation de l'électricité, ça veut dire les prix que vous et moi nous payons en tant que consommateurs. Donc voilà, effectivement, de janvier 2000 à mai 2019, on a eu une hausse de 48,7%. Bon, à la rigueur, ça peut se comprendre sur quasiment 20 ans, c'est un peu logique. Mais regardez bien, à partir de mai 2019, donc là, il n'y a pas de guerre en Ukraine, il n'y a même pas de corona, les prix de l'électricité commencent à flamber. Et donc, de mai 2019 à fin 2023, on a 47% d'augmentation, malgré le fameux bouclier tarifaire, évidemment, qui a soi-disant coûté cher, mais qui n'a pas rapporté grand-chose. Regardez bien, juste de janvier à octobre 2023, plus 23,3%. Et ça, c'est avant l'augmentation que nous allons avoir au mois de février, décidée par le gouvernement. Donc là aussi, on a du mal à comprendre. Alors qu'on a le coût de l'électricité parmi les moins chers du monde. Évidemment, c'est les normes, l'Europe énergétique, comme on le dit, parce qu'on doit s'ajuster vis-à-vis de l'Allemagne notamment, mais tout de même, il y a évidemment aujourd'hui cette vache à lait, on se dit on va taxer davantage, comme ça on va récupérer des recettes pour limiter le déficit, mais on voit que malgré cela, le déficit budgétaire ne cesse d'augmenter, donc ça ne marche même pas. Donc c'est ça qui est particulièrement difficile. Et alors si on se compare à nos voisins européens, alors regardez bien, c'est complètement fou. Voilà, les prix de l'électricité depuis donc 2022, donc le début vraiment de la crise. Voilà, alors on voit qu'au début c'est vrai, donc en bleu c'est l'Union européenne en moyenne, en vert c'est la zone euro, en rouge c'est noir. C'est qu'au début ça a plus augmenté dans l'Union européenne, la zone euro, puis depuis ça baisse. Regardez bien, si bien que résultat des courses, nous avons une hausse de 26,6% en France. Pour les prix à la consommation, un chiffre Eurostat, avec une harmonisation. Alors que dans l'Union européenne, on est à 9,8%, dans la zone euro, on est à 7,8%. Donc c'est ça qui est complètement faux. Nous payons aujourd'hui plus cher notre électricité qu'ailleurs. Et tout ça malgré le fameux bouclier tarifaire. Et d'ailleurs, cette erreur se voit également sur l'ensemble des prix. Là, on a les prix à la consommation, donc depuis 2022, vous voyez, plus quasiment 11% en France, l'ensemble des biens, malgré les biens qui baissent, etc. Espagne et Belgique, on est à 9,8%, des pays qui n'ont pas fait le bouclier tarifaire. Donc voilà le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nous sommes malheureusement asphyxiés et on ne dit pas la réalité. Le gros problème, c'est que nos entreprises, notamment dans l'agriculture, sont évidemment très compétitives par rapport aux autres. Elles sont aguerries. Le problème, ce n'est pas nos entreprises. Le problème, c'est l'économie française qui, malheureusement, n'a jamais été modernisée et qui, finalement, entretient des boulets. Regardez bien, on a une situation très difficile de l'économie française. Numéro 1 mondial des impôts et des taxes. Quand même pas rien. Numéro 1 mondial des dépenses publiques, évidemment les deux sont liés. Numéro 1 européen de l'augmentation de la dette publique ces dernières années. Numéro 3 européen du taux de chômage, parce que malgré tout ça on a un taux de chômage qui augmente. Numéro 1 européen de la complexité du code du travail, là aussi, si on veut que l'entreprise investisse, il va falloir limiter tout ça. Et nous avons également des formations extrêmement mal adaptées, on voit dans l'agriculture, mais également dans l'industrie, et une croissance structurelle de seulement 0,9%. Ça veut dire notre potentiel de croissance par an, c'est seulement 0,9%. Donc, malgré cela, arriver à faire de la croissance, c'est évidemment formidable. Alors, j'ai rajouté un dernier slide, parce qu'on me dit souvent, oui, mais vous oubliez les mesures, comment on fait pour s'en sortir? J'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur ce thème, et je la remets rapidement, ce slide. Vous pouvez regarder cette vidéo, mais rapidement, pour s'en sortir, il faut sauver la France, il faut engager ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Ça veut dire notamment redonner de la confiance. Et comment donner de la confiance? En baissant les impôts qui pèsent sur les entreprises, sur les ménages. Rappelez-vous la CSG, CRDS, des impôts temporaires créés par Michel Rocard en 1991. Vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable, temporaire qui dure. Et à l'époque, la CSG, c'était 0,5%. Aujourd'hui, c'est 17,2%. Vous vous rendez compte?
Donc là, si on baisse la CSG, on redonne de la confiance, on redonne du pouvoir d'achat à nos entreprises, également en baissant des impôts sur la production. Et là, on redonne évidemment de la croissance, on redonne un bol d'air à nos entreprises, en particulier dans l'agriculture, mais pas seulement. Et parallèlement, il faudra également réduire les dépenses publiques qui ne cessent d'augmenter. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment. Et en particulier les dépenses de fonctionnement qui explosent. On aura les chiffres bientôt, mais ça sera au moins 30 milliards d'euros de hausse l'année dernière. En 2023, c'est complètement fou. Réduire le coût du travail, ça veut dire bien sûr réduire les charges qui pèsent sur le travail pour augmenter les salaires nets. Là aussi, on aura du pouvoir d'achat, avoir un marché du travail plus fluide, plus flexible, un code du travail moins rigide, moins je dirais, de pression, de rigidité qui empêche nos entreprises d'embaucher, avoir une innovation plus forte, avec des fonds d'investissement évidemment qui financent cette innovation, par exemple dans l'agriculture, et aussi des efforts de formation, parce que nous avons l'éducation nationale est une des plus chères du monde, mais comme vous le savez, malheureusement, eh bien, il n'y a pas de formation adéquate pour nos entreprises avec des pénuries de main-d'œuvre, donc un financement de l'économie facilité avec des fonds d'investissement sur le long terme. Et bien sûr, dernier point, une culture économique des Français qui doit être développée. C'est ce qu'on fait ici, donc chaque semaine, notamment sur cette chaîne YouTube. Merci d'ailleurs pour votre fidélité. On va continuer de le faire, mais c'est un gros boulot. Donc espérons que ça portera ses fruits. Donc voilà, on peut sauver la France. Encore faut-il avoir le courage de le faire. Arrêter le marketing. Bon, c'est bien d'en faire un marketing, mais il faut des mesures concrètes et pas simplement des belles paroles. Alors je termine quand même comme convenu par la bonne nouvelle de ces derniers jours, c'est que l'euro repart un petit peu à la baisse. Alors c'est pas encore génial, mais vous voyez, on est sous les 1,09 $ pour 1 euro, donc on a évité les 1,15 comme certains l'ont annoncé. Donc si l'euro baisse un peu, on aura un peu plus d'exportation. Le problème, c'est que si l'euro baisse, ça augmente les prix des produits importés, donc ça fait un petit peu d'inflation. Mais bon, c'est une bonne nouvelle, on va dire, relative. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Donc, gardons le cap. Hein, il faut dire la vérité, il faut dire les choses. N'hésitez pas à diffuser effectivement cette vidéo, ces graphiques, parce qu'encore une fois, ils sont tout à fait officiels. Ils sont tout à fait, je dirais, réalisés sans trucage. C'est ceux de l'INSEE, de la Banque de France. Mais on ne veut pas en parler, on ne veut pas dire les choses, et donc on ne prend pas les bonnes mesures que nous pouvons effectivement prendre pour sauver notre douce France. Donc encore une fois, merci pour votre fidélité. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce effectivement vers le haut, à vous abonner, à faire abonner. Effectivement, bientôt il y aura donc des abonnements premium avec tous les slides, vous pourrez donc en disposer. Et donc merci pour votre fidélité, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.